Bienvenue le chat, comment ça va? Bonjour les gens, j'espère que vous n'avez pas trop dû attendre depuis Wissam. Fallait qu'on remette le plateau, qu'on enlève des sièges, qu'on les repositionne, etc. Comment ça va les gens? Qu'est-ce que ça dit de beau? Est-ce que vous êtes contents? N'hésitez pas à faire le petit train de la hype parce qu'évidemment on est en émission donc je vais pas forcément remercier tous les dons, etc. Mais n'hésitez pas évidemment à faire des petits dons pour Zawa Prod sur le Tipeee, pour moi sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Comme ça je serai le meilleur employé du mois, j'aurai le plus de subs. Non, c'est pas comme ça. Du coup, bienvenue tout le monde. On va ouvrir un petit peu froidement, mais pour les gens qui arriveront, vous pourrez leur raconter tout ce qu'on s'est raconté. Je suis hyper content de vous recevoir. Alors du coup, c'est un peu la première fois que je fais ça, où je fais première partie gros cerveau en plateau et après on va revenir sur le setup normal. On va faire un react, un live normal. Donc voilà, donc première partie, c'est un peu une espèce de tome 2 aussi pour moi. Alors là, je me déteste. Mais c'est aussi un peu un épisode 2 pour moi parce que avant même que j'ai lancé les formats un peu gros cerveau en mode posé avec les jolies petites images et les jolis petits visuels et les interviews sur ma chaîne, la première interview que j'avais faite, c'était pour la sortie de Faire Justice, moralisme punitif et Pratique punitive. pratique punitive et moralisme féministe progressiste dans dans la lutte contre les contre violences sexistes. Faire Justice. C'est trop long. On est d'accord. Aux éditions La Fabrique, c'était en public aussi. Et du coup, j'avais reçu à cette occasion Elsa Dekmarso que je vais vous représenter aujourd'hui, enfin que je vais laisser se présenter d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui elle sort, mais aujourd'hui elle vient pour présenter presque le tome, enfin la suite logique, le tome 2, on va en parler, qui s'appelle donc La violence en spectacle, féminisme, état punitif et figure de la victime. Le sous-titre est plus facile à retenir. Ouais. Et donc voilà, où du coup elle interroge la façon dont la nouvelle mise en récit de la question des violences sexistes et sexuelles reproduit un peu les dynamiques punitives de l'État, qui sont des thèmes dont on a un peu parlé sur nos différentes chaînes et avec lesquels je suis contente de développer. Mais en tout cas, bienvenue Elsa, comment vas-tu? Merci Cassandre, ça va très bien, merci. Est-ce que très vite fait, tu peux réexpliquer un peu ton parcours, te représenter un peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené justement à ces deux bouquins en fait au final? Ouais, carrément. Le premier d'ailleurs, mais... Faire Justice, il est sorti maintenant il y a déjà quelques années, en 2023, et c'était le fruit d'un travail que j'ai mené depuis 2019 maintenant, avec la création d'un collectif qui s'appelle le collectif Fracas, et qui est un collectif queer et féministe d'entraide militante sur la question des conflits, des violences et plus largement des crises dans les milieux militants, avec l'idée de pouvoir accompagner à la fois des personnes mais aussi des collectifs dans les situations de crise et de conflit. Et donc, ça fait quelques années que je milite dans les milieux féministes et queer maintenant. C'était antérieur à Fracas. Avec Fracas, ça a pris un nouveau tournant, une nouvelle orientation. Et à la suite de ces années-là de militantisme, j'ai créé Faire Justice sur qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'avais vu au sein de Fracas, c'était quoi les constats que je faisais sur les milieux militants. Oui, il y avait vraiment militants. un côté retour d'expérience un Ouais, peu. carrément. L'idée, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser les gens et apporter des billes d'analyse sur qu'est-ce que je voyais dans ces milieux-là. Et du coup, le second livre, c'est plus là où le premier était vachement centré sur les groupes et les mouvements politiques et militants. Le second est plus centré sur le féminisme hégémonique institutionnel et sur le contexte social dans lequel on se trouve, sur le contexte politique dans lequel on se trouve. Donc il y a pour moi vraiment une continuité entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que c'est le dessous des cartes, quoi, ou en tout cas c'est le contexte plus large de Faire Justice. Ouais, c'est un peu un scope un peu plus large. Pour revenir vite fait sur Faire Justice, qu'est-ce que tu avais pensé un peu de la réception qu'il y avait eu au moment du bouquin? Parce que c'est vrai que c'était un peu, à part peut-être quand il y avait eu la traduction de Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman, mais c'était encore assez rare d'avoir ce genre de discours un peu plus mainstreamisé dans le monde de l'édition féministe, etc. Donc, ouais, donc qu'est-ce que tu avais pensé un peu de la réception? Déjà, avant qu'il sorte, j'étais assez inquiète de la réception parce que j'avais l'impression, comme tu dis, que c'est des discours qui étaient peu audibles à l'époque, en tout cas qui étaient peu entendus, à part dans des zines un peu confidentielles comme nos milieux savent faire, quoi. Et du coup, c'était la première fois que ça allait être porté en France depuis un terrain de français sur qu'est-ce qui se passait dans ces milieux-là. Et donc, j'étais assez inquiète des formes de récupération qui pourrait y avoir, notamment des franges plus réac ou en tout cas qui iraient trouver
des critiques contre les woke. Oui, le truc un peu regardé, c'est la preuve de la culture, etc. Exactement. Ouais, mais c'est pas du tout arrivé. Oui, c'est même presque l'inverse qui s'est fait du côté de l'extrême droite, quoi. Genre, exactement. Franchement, bon, ils sont pas venus à mes présentations aussi. Oui. C'est peut-être juste ça, tu vois. C'est peut-être aussi sur des réseaux qui m'échappent. Mais en tout cas, ça, voilà, j'ai pas observé ça. Par contre, les gens avaient l'air plutôt super contents de la sortie de ce livre. Quand il est sorti, j'ai fait beaucoup de présentations. Il y avait toujours beaucoup de gens. Et plutôt, les gens qui venaient étaient super satisfaits, ou il y avait des critiques, mais qui étaient quand même très relatives. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'aussi dans la vie d'un livre, moi, je suis en train de découvrir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir écrit un livre depuis quelques années, quoi. Et même d'en avoir écrit un deuxième, c'est encore un autre délire. Et entre les premiers temps où il est sorti et maintenant, il commence à y avoir d'autres critiques qui n'existaient pas au début et qui sont en train d'émerger aussi parce que les groupes s'en emparent, les groupes le mettent à la discussion, en débat, etc. Et du coup, il y a des critiques qui émergent aujourd'hui qui n'étaient pas là au début. Okay, et je trouve ça super intéressant. Notamment, il y a une critique, moi, qui me ressort beaucoup ces derniers temps entre qu'est-ce qu'on nomme des pratiques punitives et des pratiques plutôt d'autodéfense féministe. Ouais. Et je crois, comme je le lis, en tout cas, c'est pas mal un clash entre la manière dont moi je parle du milieu queer et féministe et comment ça a été repris dans d'autres milieux, dans d'autres mouvements sociaux, comme par exemple les mouvements libertaires ou anards, et comment est-ce qu'on peut ou pas traduire ces discours d'un milieu à l'autre, c'est quoi les questions d'échelle. Et pour le coup, ça m'a vraiment trop intéressée d'aller voir comment ça a été diffusé dans d'autres espaces et c'est quoi les critiques qui sont formulées dans ces espaces-là que nous, dans les milieux queer, j'avais jamais entendu, quoi. Ok, putain, hyper intéressant. Et du coup, dans cette période qui a été qui a suivi du coup le premier, j'ai presque envie de dire le tome 1 et le tome 2. Please don't. D'accord, je ne le ferai pas. Ça a été quoi du coup tes réflexions déjà, comment est-ce que tu as continué un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a amené du coup aux réflexions qui ont fait naître du coup la violence en spectacle? Du coup, à la fin de... Quand le livre est sorti, quand le premier tome est sorti... Non, pardon, j'arrête. Quand Faire Justice est sorti, j'ai recommencé des études à ce moment-là pour essayer de continuer dans le fait de me former à ce que Fracas faisait et pour essayer de le faire un peu mieux, quoi. Donc, j'ai repris des études en psychosociologie et à la suite de ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je continue et que, en fait, faire de la recherche... Là, du coup, pour moi, c'est de la recherche indépendante. Faire Justice, la violence en spectacle, c'est plutôt sur le plan indépendant, mais j'avais aussi besoin de comprendre comment on fait de la recherche un peu de manière professionnelle, parce que genre, ça s'apprend aussi faire de la recherche. Oui, et entre les deux, ça se voit. C'est-à-dire que Faire Justice, on retrouve beaucoup les codes de la recherche indépendante qui vient de l'association, avec le retour d'expérience, avec les différents témoignages d'expérience, etc., qu'il pouvait y avoir dans le bouquin. Là, on a un peu plus quelque chose qui ressemble à des formats qu'on a plus l'habitude de voir dans un monde, on va dire, d'accès à l'université, parce que c'est pas non plus, vous inquiétez pas les gens, c'est pas imbitable non plus, c'est pas un truc d'universitaire chiant, au contraire c'est extrêmement lisible, je trouve. Ouais. Voilà, c'est juste que moi c'est des sujets qui m'obsèdent, je suis en tunnel et en boucle là-dessus depuis des années, et du coup pour continuer à apprendre dessus j'ai besoin d'y dédier du temps et aussi d'être payée pour le faire, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé une recherche là il y a 1 an sur la question de la justice restaurative et des violences sexuelles dans l'Église catholique. Donc rien à voir avec... rien à voir. Ça a quand même c'est un peu tangent, quoi. C'est à côté, mais ça reste le même champ en général, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait entre-temps. Et franchement, ça se passe bien, c'est super. Mais c'est un autre milieu, quoi. C'est un autre monde. Voilà. C'est une autre façon d'enquêter. Ouais. Et du coup, le point de départ du coup, pour la violence en spectacle, ça a été quoi? Je sais que t'en cites un peu 3, mais je sais que ça correspond aussi à une période particulière aussi des mouvements féministes et politiques français. Donc ça part d'où un petit peu, d'où part la réflexion j'étais pas tout à fait décidée à réécrire un livre. Plutôt, j'étais en mode je vais m'arrêter là, quoi. Même si je voyais bien que Faire Justice, ça pose des bonnes bases, c'est une bonne introduction, mais en fait, ça tire plein de fils et qui du coup faut. On le voyait dans les présentations. Moi, je me rappelle même après la présentation qu'on avait faite, t'avais beaucoup de questions qui posaient la question de. Et du coup, on fait quoi? Et il y avait un peu ce sentiment de réflexion un peu inachevée, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, pour moi, la violence en spectacle, c'est vraiment la continuité de ça. Et ça a été déclenché
par effectivement 3 événements dont je parle assez rapidement dans le livre, donc je pense qu'on va y revenir au fur et à mesure de la discussion. Mais ces 3 événements, pour moi, traduisent, donc je vais dire lesquels, mais en tout cas, traduisent une orientation prise par le féminisme actuel, contemporain, qui est assez délétère, en tout cas, que c'est important de pouvoir questionner. Et donc, ces événements, c'est à la fois la mobilisation féministe autour du procès Pellico en 2024. Il y a aussi le rapport de la Civis, donc, qui est la commission indépendante sur les abus sexuels et l'inceste sur les enfants. Et la 3e chose, c'était la coalition féministe qui s'est montée pour proposer une loi cadre intégrale sur les violences sexistes et sexuelles en novembre 2024. Ouais. Donc ces 3 événements-là se sont passés entre 2023 et 2024 sur des scènes et dans des sphères tout à fait différentes, parce que la Civis, c'est pas une organisation féministe, par exemple, c'est principalement porté par des magistrats, par exemple. Mais en tout cas, qui pour moi traduisent quand même certaines positions au sein du mouvement féministe, voilà, et sur lesquelles il s'agissait de revenir. Parce que, voilà, pour moi, on est dans une forme d'impasse actuellement sur laquelle on va pouvoir revenir ensemble. Mais voilà, ça m'a mis en colère, ça m'a posé des questions stratégiques aussi en termes de lutte. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Oui, et puis je pense que c'est aussi une observation assez générale, parce que bon, là, on est en 2026, donc c'est plutôt l'an prochain que va y avoir les grands bilans 10 ans après MeToo, etc. Mais c'est vrai qu'avec MeToo, c'est ouvert un peu une brèche et une dynamique un peu nouvelle dans les mouvements féministes, des façons de politiser les questions féministes qui peut-être étaient moins présentes dans les années précédentes. Peut-être qu'il y avait un peu un creux de la vague aussi féministe au niveau des organisations. Et ce qui est intéressant dans ces 3 points de départ que tu cites, c'est que c'est aussi c'est une indication aussi de la captation institutionnelle et des débouchés en fait finalement trouvés par cette émergence de MeToo. Exactement. Pour moi, c'est le moment de faire plusieurs bilans. Pour moi, il y a le bilan MeToo, c'est-à-dire que MeToo, on a présenté ça comme un mouvement de libération de la parole, de politisation un peu de masse des femmes, notamment en France, mais vraiment pas que, parce qu'en plus, ça rejoignait tout un tas de mouvements au niveau transnational qui se déroulaient parmi les mouvements féministes. En tout cas, c'est vraiment le moment de faire un peu le bilan de MeToo. On parle d'une libération de la parole, mais est-ce que les retombées, les retombées concrètes de MeToo sont à la hauteur de cette libération de la parole, sont aussi égalitairement réparties que ce qu'on s'est dit? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, c'est de faire aussi un bilan sur le tournant pour moi punitiviste qui a été pris post-MeToo et qui s'explique en historicisant notamment le rapport entre le féminisme et l'État, et le féminisme et la prison et le système pénal. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce livre. Là-dessus, du coup, je vais peut-être prendre le 3e, mais un des moments marquants du coup de l'histoire politique récente en France, ça a été les procès des viols de Mazan. Et c'est vrai que ça a été un moment, même au niveau des discours médiatiques, où il y avait un petit peu une tension, je trouve, dans la façon dont les différentes tribunes qui sortaient autour pouvaient y répondre. T'as eu, je me rappelle à l'époque, c'était, je crois, Karim Rissouli sur C'est ce soir, qui avait fait tout un discours sur le fait que ça interroge les hommes, etc. Donc, tu as eu un petit peu une remontée de discours de la prise en charge du point de vue masculin. Tu as eu aussi des interrogations qui se sont posées, notamment un débat dans lequel est pas mal intervenu, notamment Manon Garcia, sur la qualification légale du viol, et est-ce qu'il fallait changer la loi, est-ce que c'était un défaut de la loi que le fait qu'on se retrouve avec des affaires aussi sordides. Enfin, il y a eu vraiment un moment de foisonnement. Et toi, ce que tu retiens, c'est beaucoup les discours militants qui accompagnaient du coup la mobilisation autour de Gisèle Pellico, et notamment du coup les pancartes et les collages qui demandaient 20 ans pour chacun. Et t'en parles comme quelque chose qui te glaçait un peu et qui t'a déprimé, quoi. Ça m'a vraiment posé question, effectivement, parce que du coup, c'était des militantes féministes, des mouvements féministes qui se mobilisaient pour venir porter soutien à Gisèle Pellico, en disant effectivement, un viol est un viol, 20 ans pour chacun. Et du coup, moi, ça m'a vraiment posé question, parce que je me dis, encore que la personne directement concernée souhaite le pire pour ses agresseurs, c'est tout à fait compréhensible, et personne n'a rien à dire là-dessus. Pure et voilà. Évidemment. Par contre, que le fait que les mouvements féministes se mobilisent en demandant 20 ans pour chacun, et que ça leur apparaisse la meilleure manière de soutenir Gisèle Pellico, en l'occurrence, mais aussi derrière elle, l'ensemble des victimes de violences sexuelles, et derrière elle encore la cause des femmes, ça, pour moi, c'est vraiment très questionnable. Et ça témoigne, pour moi, d'un renversement qui
qui s'est déroulée au sein du féminisme entre la fin des années 60 et là, en 2024, qui est assez dramatique selon moi et qui pose vraiment des questions stratégiques sur notre rapport aux magistrats, sur notre rapport à la prison, etc. Et de comment on a développé des luttes qui tournaient autour d'une forme d'illusion punitive avec l'idée que c'est par la prison, c'est par la sanction, c'est par les lois, par le droit et par du durcissement pénal, par des durcissements de peine qu'on réussira à vaincre le problème des violences sexuelles. Et ça, pour moi, c'est une forme d'illusion qui est avant tout portée par l'État, mais qui a été complètement transmis aux féministes et au mouvement du féminisme majoritaire. Ouais, parce que même depuis les années 70, il y a quelqu'un qui en parle dans le chat, hein, mais il y avait déjà cette stratégie qui avait été mise en place avec la question notamment de l'IVG, je crois. Ou ça, c'était l'IVG. C'était d'utiliser justement le procès comme un moment justement de plateforme publique. Donc ça a son histoire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est beaucoup ancré dans le champ féministe. D'ailleurs, ça m'évoque le fait que c'est vrai que dans cette période-là, un peu l'année qui a précédé les procès Pellico, le procès, j'en avais un seul. Il y a eu pas mal de films de procès qui sont sortis. Il y a eu le procès Goldman, il y a eu Anatomie d'une chute. Enfin, un peu un retour du prétoire comme espace de narration politique. Exactement. Et c'est ce qu'on observe, on va revenir sur les années 70, mais c'est ce qu'on observe ces dernières années avec une politisation des prétoires et aussi une relégitimation de la condamnation. Et ça, notamment, pour moi, c'est notamment permis par le mouvement féministe qui porte aux magistrats, qui voit les magistrats, qui voit les procureurs et les avocats comme des alliés dans la lutte. Alors, ils n'ont pas tous la même place pour moi, à mes yeux, mais en tout cas, effectivement, on observe ça. Alors même que dans les années 70, il y avait une forte critique de la condamnation et de l'incarcération comme des actes potentiellement féministes. Oui, il y avait plus une idée de prendre le procès pour le retourner contre l'appareil d'État. Et même, il y avait des slogans carrément de féministes qui disaient qu'elles ne voulaient aucune condamnation, justement. Qu'elles voulaient le procès, mais pas la condamnation derrière, et qu'il y avait un peu cette tension-là. Et jusqu'à aujourd'hui, où du coup, où cette critique envers l'État se retrouve en fait absente. Ouais, exactement. En fait, dans les années 70, il y a vraiment un renversement total. En fait, les années 70, de toute façon, c'est un moment charnière pour l'ensemble des mouvements sociaux en France. Et ça n'épargne pas les féministes. Donc, peut-être pour en dire juste un peu plus sur qu'est-ce que c'est ce mouvement charnière. En fait, à la fin des années 60, du coup, il y a mai 68, et du coup, jusqu'au début et au milieu des années 70, il y a des fortes revendications révolutionnaires qui se traduisent dans les mouvements féministes à ce moment-là. Et notamment, il y a aussi une forme de convergence des luttes, ou en tout cas d'alliances ponctuelles qui s'effectuent entre les féministes d'une part, les mouvements de prisonniers d'autre part, pour venir critiquer les institutions comme la prison, mais aussi les hôpitaux psychiatriques, etc. Et on voit bien qu'il y a des intérêts communs entre ces deux mouvements, puisque les féministes viennent à en critiquer tout ce qui est la forme prison, c'est-à-dire le travail, le foyer, les foyers où on enferme aussi les jeunes femmes qui sont enceintes, etc. Et en fait, cette alliance-là se rompt à partir des années 75 jusqu'aux années 80, parce que notamment l'État comprend qu'il y a un enjeu pour lui à ouvrir des canaux de communication. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, la seconde chose, c'est aussi un déplacement dans le rapport entre les féministes et le droit de chaque côté, puisque, comme tu le dis, au début des années 70, les féministes utilisent, et notamment avec Gisèle Halimi, qui en fait fonctionne main dans la main avec les mouvements féministes, utilisent les tribunaux pour porter leurs causes politiques. Et effectivement, il y a des personnes il y a des féministes qui se déplacent et des avocates qui plaident pour ça, qui se déplacent pour demander la relaxe des violeurs dans certains procès aux assises, en disant que c'est pas la condamnation de ce violeur en particulier qui va changer un truc au patriarcat. Et donc, il y a quand même toute une politisation des prétoires et des procès à des fins, notamment des fins révolutionnaires. Parce que c'est à ce moment-là, c'est des tribunes, en fait. C'est des tribunes dont se servent les féministes pour porter leur cause. Le problème, c'est qu'avec ce mouvement charnière, il y a un retournement de situation, puisque d'une utilisation ponctuelle et politique du droit, on passe finalement à un recours beaucoup plus régulier pour venir réprimer des infractions, des délits et des crimes. Et donc, finalement, une alliance qui se crée entre les féministes et le système pénal.
puisque finalement, avec ce moment charnière, on observe qu'il y a les revendications révolutionnaires sont un peu mises à la fenêtre et il y a une recentration progressive autour des revendications de réforme de droits pour les féministes, quoi. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un rétrécissement, finalement, une autorestriction qui s'effectue du côté des féministes vis-à-vis de ce qu'elles peuvent demander, de ce qu'elles peuvent revendiquer. Et c'est ce que tu identifies en citant Aya Gruber comme le féminisme juridique, je crois, c'est ça? Et il y a un moment, peut-être que tu peux un peu plus expliquer, où tu fais une distinction un petit peu avec la question du féminisme carcéral, où tu identifies le féminisme carcéral un peu plus comme un phénomène propre aux logiques états-uniennes, et là où en France, son équivalent serait plutôt un féminisme juridique, où tu as plus... Carrément, je peux en parler, effectivement. Donc, l'idée de la première partie de mon livre, c'était d'historiciser un peu le rapport entre le féminisme et l'état pénal. Et donc, pour faire ça, malheureusement, ou heureusement, parce que du coup, je suis tombée notamment sur cette autrice qui est incroyable, qui s'appelle Aya Gruber, et qui a écrit un livre qui s'appelle The Feminist War on Crime. Et du coup, elle a travaillé sur cette... elle n'a pas été traduite en français. Et son livre est très long. Et donc, elle travaille sur ce développement-là. Et puis, elle le fait, en plus, elle est juriste. Donc, elle le fait loi par loi, quoi. Et elle, c'est une féministe antiraciste qui est juriste par ailleurs. Et donc, vraiment, elle est très pédagogue sur comment cette alliance s'est constituée entre les féministes et l'État. Donc, moi, ça m'a vraiment passionnée parce que pour le coup, elle historicise, elle recontextualise complètement pourquoi telle revendication a été portée par les féministes, à quel moment, aussi en fonction de l'évolution de la situation économique, parce que dans les années 80, il y a une récession économique majeure qui fait qu'il y a un tournant aussi dans les luttes féministes. Donc, elle s'intéresse à tout ça et j'ai dû aller voir chez elle, aux États-Unis, pour ensuite essayer de ramener ce savoir en France. Et pour le coup, elle parle de féminisme carcéral, c'est pas du tout la première à le faire, il y a beaucoup d'autres féministes qui le font. Et moi, ma question, c'était simplement, est-ce qu'on peut parler de féminisme carcéral en France, sachant que c'est un terme qui a été inventé aux États-Unis, dans un contexte bien particulier, où il y a un système pénal qui est déployé à un niveau qui n'est pas encore le cas en France. Oui, voilà. Puis il y a même dans la structure même légale des États-Unis repose beaucoup sur la jurisprudence. Tu as aussi le phénomène des prisons privées qui arrive dans la suite aussi de l'histoire de l'apartheid. On parle plutôt de la ségrégation aux États-Unis, mais tu as aussi des structures qui, même si on peut trouver des similarités avec la France, notamment post-45, post-coloniale, colonial/post-colonial dans les années 50, et les États-Unis post-esclavage aussi. Il y a des trucs où il y a des spécificités à prendre en compte, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, effectivement, en France, je pense pas pouvoir ramener ce terme exactement, mais je pense que ça n'empêche pas de parler de ce rétrécissement autour des problématiques de droit et aussi du fait que les féministes, y compris en France, ont utilisé les procès comme des manières de visibiliser leurs problématiques. Mais en fait, à partir des années 78-80, de 78 à 80, il y a quand même des féministes qui finalement, des féministes avocates, et notamment Gisèle Halimi, qui prend de plus en plus au sérieux le tribunal, le système pénal, et qui finit par vraiment s'appuyer dessus. Donc c'est ça que je nomme les féministes juridiques, mais c'est un peu schématique, quoi. C'est pour essayer de faire voir les différentes forces à l'œuvre dans ces années-là. Et puis il y a aussi une logique particulièrement française aussi autour de l'universalité des droits, et un peu cette vision qu'on retrouve plutôt dans la fiction républicaine française, plus que dans le discours révolutionnaire 68 art, marxiste, etc., où c'est les droits par leur valeur universelle qui vont amener l'égalité, et non pas que de l'édiction de nouveaux droits va découler l'égalité factuelle, quoi, l'égalité dans les faits. Mais ouais, effectivement, il y a quand même des spécificités françaises, notamment il y a celle-ci, et il y a aussi le fait qu'à partir des années 80, il y a Mitterrand qui passe au pouvoir, et qui, en fait, à ce moment-là, dès 81, crée un ministère des droits de la femme et intègre une partie des militantes dans ce ministère et dans son gouvernement. Il y a une professionnalisation et il y a une forme de cooptation qui fait que il y a une captation en fait des discours militants et aussi d'un gouvernement qui se présente comme féministe. Et donc ça, c'est quand même une spécificité parce que ça crée une forme de féminisme d'État ou de féministe institutionnel en fonction de comment on veut les appeler, qui du coup vont être très militantes mais sur une scène étatique, et ça crée du coup en fait des années 80 aux années 2000 beaucoup de luttes autour de la parité,
l'équité et de l'égalité dans les milieux politiques, mais finalement en délaissant aussi toute la lutte dans la rue et toutes les luttes du coup révolutionnaires, n'en parlons même plus quoi. À ce moment-là, c'est plus la question. Mais du coup, il y a vraiment ce tournant néolibéral que Nancy Fraser elle appelle le néolibéralisme progressiste, c'est-à-dire un État qui voit son intérêt à créer des discussions et à s'appuyer sur certains mouvements progressistes. Et c'est le cas des mouvements antiracistes, c'est le cas des mouvements féministes, c'est le cas de tout un tas de mouvements sociaux. Et à ce moment-là, voilà, il y a des formes d'alliances qui se créent évidemment entre du coup une forme de féministes, des féministes plus bourgeoises, des féministes qui ont tout intérêt à créer ces alliances, et puis l'État de l'autre côté qui incorpore et digère les revendications originelles des féministes. On vous explique en fait le chat 2 secondes. Juste avant de lancer le live, on a découvert qu'il y avait un énorme frelon qui avait réussi à rentrer dans le studio dans lequel on est. Et du coup, on vient de l'entendre bzbzter un peu tout là-haut. Donc on est terrifiés. Donc s'il y a un moment, on panique un peu et on part en courant, vous saurez pourquoi. Il y a un autre aspect aussi qui vient aussi dans cette période-là. Et qui lui dépasse un peu plus le mouvement féministe et ses spécificités, c'est aussi l'émergence de la victime comme figure politique. Et là, pour le coup, tu le retraces plus aussi à la question de la mémoire de la Shoah, etc. Et c'est aussi quelque chose qui est assez unique finalement dans l'histoire et qui est caractéristique pardon, de du coup toute cette période d'émergence aussi des nouveaux mouvements sociaux et tout. Ouais. Effectivement, il y a l'émergence d'une figure qui devient une figure auprès de laquelle, autour de laquelle on peut se rassembler, on peut faire mouvement. Et ça, c'est aussi pour moi un tournant majeur dans les mouvements sociaux et dans l'orientation politique prise ces dernières années. Et il faut comprendre que ça, voilà, le fait de se rassembler. Donc, qu'est-ce qu'on appelle mouvement de victime ? Parce que moi, donc, je suis sociologue maintenant. Enfin, je suis en cours d'apprentissage, quoi. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est pas tant ce qui se passe au niveau individuel, mais plutôt au niveau du mouvement et comment cette figure est reprise au niveau du mouvement féministe. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un mouvement de victimes ? C'est un mouvement qui se rassemble et qui s'organise autour d'une identité collective de victimes, ou en tout cas autour d'une expérience victimaire collective, à partir duquel donc se rassembler, mais aussi demander plus de droits, reconnaissance, réparation à une figure d'autorité, que ce soit l'État, que ce soit le champ médical, que ce soit le champ social, enfin voilà. Et donc, le fait de se positionner collectivement en tant que victime et demander ses droits à ces institutions, c'est quelque chose qui est finalement assez récent dans l'histoire de nos mouvements sociaux. Et c'est aussi un phénomène qui touche bien plus largement que simplement le milieu féministe, le mouvement féministe. Et pour moi, le mouvement féministe se prend dans cette dynamique, mais comme d'autres mouvements le font. Et notamment, il y a des mouvements de victimes d'attentats, il y a des mouvements de victimes qui s'organisent autour de la Shoah, effectivement. Mais donc c'est un exemple aussi de l'explosion de l'usine AZF aussi. Ouais, exactement. C'est donc l'usine AZF, par exemple, c'est une usine à Toulouse qui explose en 2001, je crois. Et à ce moment-là, c'est une étude qui m'a beaucoup intéressée parce qu'elle montre bien, notamment la mise en concurrence qui s'opère à ce moment-là par les médias et par les pouvoirs publics entre, d'une part, les travailleurs de l'usine AZF qui explosent donc à ce moment-là, et de l'autre, les sinistrés de la ville qui sont plutôt les voisins, enfin des civils, quoi, des personnes qui étaient autour. Et en fait, à ce moment-là, les médias ont tendance donc plutôt à se tourner vers les mouvements qui s'organisent dans la ville, qui portent des témoignages individuels basés sur des formes de ressenti de ce qui s'est passé, plutôt que vers les mouvements des ouvriers notamment les syndicats, qui essayent de s'organiser pour aussi dénoncer les conditions de travail à ce moment-là et à quoi ils font face au quotidien dans cette usine. Oui, et politiser plus largement dans les rapports de production et pas uniquement sur l'événement en soi qui est en fait analysé comme un catalyseur de ce que les syndicats revendiquent depuis plus longtemps, quoi. Exactement. Ouais. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que les médias préfèrent tourner le micro vers des personnes, des individus qui vont parler de souffrances qu'ils ont endurées plutôt que des paroles collectives qui sont en manif ou des communiqués faits par des syndicats ou par les mouvements ouvriers et par là même aussi mettre en concurrence les uns et les autres. Et donc on voit bien à ce moment-là qu'il y a quand même donc c'est pas à partir de 2001, mais en tout cas c'est un exemple qui illustre bien qu'il y a une reformulation, notamment par
l'aide des médias de la manière dont on peut parler d'événements qui nous impactent tous et toutes, et une forme d'individualisation des souffrances collectives ressenties, ou des souffrances là en l'occurrence, mais c'était aussi encore une fois des problèmes de rapport d'exploitation, de rapport de production, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi devenu une grammaire littéraire à part entière. Je regardais une vidéo récemment une vidéaste canadienne, je crois, qui s'appelle Sarah Z, et qui parlait justement de tous les bouquins qui sont sortis, de gens qui mentaient en fait sur leur histoire et qui se présentaient soit comme rescapés de camps de concentration, soit comme, enfin voilà, qui justement prenaient justement cette positionnalité de victime dont tu parles, en l'usurpant en fait pour en faire toute une littérature toute une littérature de la victime d'un événement de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les codes éditoriaux en fait qui distinguaient qui allait être publié ou pas, notamment par exemple l'histoire de quelqu'un qui voulait écrire un roman sur quelqu'un justement qui survit au camp de concentration, etc. Et tous les éditeurs l'ont rejeté jusqu'au moment où il a dit inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de ma mère ou de ma grand-mère, etc. Et à partir de ce moment-là, les éditeurs en ont bien voulu. Et c'était un truc où ça a créé en fait toute une grammaire où pour rentrer justement dans ce champ de l'édition, de la souffrance et de la misère, il y avait presque un récit uniforme en fait dans toutes ces histoires où tu as une souffrance incommensurable, un parcours très 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 individuel et très extraordinaire parmi justement le reste de l'ordinaire des gens qui ont souffert de la même chose. Et ensuite, et surtout, ce qui est intéressant et ce à quoi ça amène, c'est surtout une bonne fin, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un truc une capacité de surpasser ce moment traumatique par une résilience individuelle. C'est là où on arrive avec tout le vocabulaire de la résilience, etc. Mais du coup, ça fait une mise en récit qui devient nécessairement néolibérale, puisque elle impose que le fait de surpasser ce moment de souffrance réside en fait dans l'individu et non plus dans un mouvement social collectif. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça évoque exactement tout ce dont tu parles, notamment dans le champ féministe, mais aussi dans tout... de manière beaucoup plus générale, parce que l'idée, du coup, c'est de dire qu'il y a ces mouvements de victimes qui apparaissent, mais que c'est pas que c'est contingent, que ça se comprend en fonction du contexte dans lequel ça arrive, et notamment, effectivement, il y a l'essor du témoignage qui apparaît à partir des années 80-90, et dans lequel on se retrouve tout à fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est des récits qui sont très normés, qui proposent un modèle qu'il faudrait suivre, quoi. Et ça, que les gens qui, du coup, dont le récit authentique n'est pas là-dedans, du coup, se voit refuser l'accès à l'édition aussi, etc. Exactement. Enfin, voilà. Et ça parle de toutes les productions culturelles qui se trouvent autour de nous, quoi. Parce que moi, dans le livre, je parle de la télé-réalité avec avec Drag Race ou avec n'importe quel... Le moment où le piano arrive. Voilà, c'est ça. Le moment où le piano arrive, le moment où tu sens les larmes vont monter bientôt, etc. Et puis c'est le moment où les personnes vont s'ouvrir et raconter un passé difficile et de tous les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour arriver au drag, et que c'est le drag qui les a libérés. Et en fait, ce mécanisme-là, on le voit aussi bien dans Drag Race que dans les livres écrits par Sarko, Macron et par Oprah. Enfin, je veux dire, c'est finalement un modèle un peu universel, quoi, qui pourrait être partagé par tous et toutes, et qui nous indique aussi là où on en est collectivement sur une scène très néolibérale, finalement, parce que c'est des récits qui sont très individuels. Enfin, je ne veux pas répéter ce que tu as dit, et tu l'as très bien dit, quoi, mais c'est des récits qui sont très individuels et qui montrent bien comment chacun va venir s'émanciper d'un contexte défavorable à l'origine, et ça repose toujours sur des parcours individuels de lutte, etc., et jamais sur je sais pas, la lutte collective, par exemple. C'était un peu, moi, l'exemple de Drag Race, je le trouve hyper parlant parce que ça me fait un peu penser au parcours de Soa de Muse, où allez, saison 1, on voulait bien que, t'as eu un truc difficile, mais t'es un peu battante, etc. Et après, elle revient dans All Star et pourquoi tu souffres encore? T'es pas censé aller mieux, c'est bon, t'as fait RuPaul aux États-Unis et tout. Pourquoi tu colles plus à ce récit dont on avait besoin? Normalement, All Star, c'est le glow-up final. Pourquoi t'es triste, quoi? Mais parce qu'en fait, ça pousse aussi de la part du coup des personnes qui veulent témoigner, à nécessairement rendre leur récit plus inauthentique par rapport à leur expérience, quoi. Il y a forcément comment on dit mais oui, il y a une inauthenticité obligatoire finalement dans ces récits-là, mais qui deviennent pourtant normatifs. Et du coup, on rentre, et ce qui fait que la lutte politique peut plus difficilement aussi se reposer dessus, j'imagine aussi, parce que du coup, on prive
les récits des personnes de leur véritable dynamique et la complexité de leur dynamique qui, elle, viendrait trouver une réponse en fait dans les réalités collectives. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où ça devient normatif, ça pousse des gens à devoir coller à des récits qui, en fait, de façon générale, ne leur appartiennent plus, quoi. Et notamment, je reviens aussi sur la question de Gisèle Pellicot et comment aussi Gisèle Pellicot, donc pardon, on fait un méga grand écart entre Drag Race et Gisèle Pellicot, mais ça pose vraiment la question de la figure de la victime idéale, telle que Nils Christie, l'abolitionniste, le nomme, c'est-à-dire à quoi on doit... Le terme idéal plutôt que parfait. C'est ça. Intéressant et c'est idéal parce que ce n'est jamais accessible finalement, et c'est accessible, c'est essentiellement inaccessible pour tous et toutes, quoi. Et du coup, quoi qu'on fasse, en fait, on peut tendre vers cette figure-là, et du coup, avec plein de caractéristiques, mais finalement, on n'y arrive jamais vraiment. Et Gisèle Pellicot, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait parce que, vous avez bien vu, pendant tout son procès, elle a été vraiment promulguée comme une figure de la cause des femmes, une figure féministe majeure, et c'était vraiment la figure de la victime idéale selon les critères de Nils Christie, c'est-à-dire une figure qui est à la fois passive, qui est en demande de protection, mais qui est aussi en demande de vengeance, et qui s'adresse à l'État pour obtenir tout ça, mais qui quand même se maîtrise au niveau de ses émotions, qui est très, qui a la tête haute, qui marche la tête haute, qui n'a pas honte, etc. Et donc à la fin de tout ça, elle est quand même, elle reçoit quand même la Légion d'honneur. Donc ça montre bien comment une personne peut monter au rang de modèle, quoi, de modèle social. Et c'est vraiment intéressant que ce soit Gisèle Pellicot qui obtienne cette Légion d'honneur parce que c'est vraiment en tant que sa qualité de victime, qu'elle est vraiment montée à ce rang de modèle. Mais en fait, on voit bien que c'est inaccessible parce que déjà, juste pour s'arrêter sur Gisèle Pellicot, à partir du moment où on découvre aussi que sa fille a été victime de son père, ça commence à se craqueler. Et à ce moment-là, les gens commencent à remettre un peu en cause comment elle se positionne par rapport à sa fille, parce que en plus, à ce moment-là, elle n'a pas une super réaction, donc on vient quand même un peu la chercher. Et donc, on voit bien que ce récit-là, il ne résiste pas à la complexité du réel, à la complexité ces situations de violence, notamment parce que il faudrait qu'elle soit juste cette victime idéale. Si elle est autre chose, en fait, on peut aussi tout à fait lui retirer sa Légion d'honneur, on peut tout à fait lui retirer son statut de victime. Parce que, en fait, de fait, demander d'accéder à ce statut-là et penser que ça nous apporte protection et reconnaissance de manière immuable, c'est aussi être dans le faux, parce qu'à partir du moment où on nous l'octroie, on peut très bien nous l'enlever. Non, mais parce que j'ai vu un message dans le chat qui, du coup, je trouve que c'est une bonne question. Est-ce que, du coup, cette victime idéale a son pendant aussi de l'agresseur idéal, ou est-ce que c'est bien sûr, oui. Posé de l'autre côté et comment ça allait bien sûr. Mais du coup, juste pour dire un mot sur cette figure... Non, mais c'est une très bonne question. Mais juste pour cette figure à victime idéale, le truc aussi, c'est qu'on a présenté Gisèle Pellicot comme quelqu'un en qui tout le monde pouvait se reconnaître, toutes les femmes, toutes les victimes, et de fait, ce n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se reconnaître dans Gisèle Pellicot. C'est une femme blanche, hétérosexuelle, de classe moyenne, qui a quand même des conditions de vie qui ne sont pas du tout représentatifs de la majorité des femmes. Mais de fait, c'est comme si on pensait les victimes comme une classe sociale à part entière, en faisant disparaître aussi tous les autres critères sociaux, politiques, professionnels, etc., qui sont derrière. Et c'est un statut qui est quand même assez excluant dans comment on perçoit les gens, et est-ce qu'il y a de la place pour autre chose. Par exemple, je sais pas, la figure de la combattante ou la figure de la révolutionnaire, etc. En fait, le terme de victime vient comme chapeauter et surplomber le reste et faire disparaître aussi le reste, quoi. Et du coup, effectivement, ça pose aussi la question de l'agresseur idéal. Je sais pas si on s'arrête par exemple sur Netflix, toutes les productions dernièrement de Netflix de ces dernières années, c'est des tueurs en série blancs qui sont un peu présentés comme des génies du mal, etc. Donc c'est très intéressant parce que les représentations culturelles aussi hégémoniques sur la question des agresseurs, c'est toujours ces hommes-là, quoi. C'est ces hommes, ces grands prédateurs ou ces grands pervers, mais vraiment quand même assez charmants, quoi. Finalement, assez valorisé. Par contre, si on fait un pas dans la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup notamment, par exemple, si on s'arrête sur la loi Schiappa qui est passée en 2018 et qui criminalise, enfin qui fait l'infraction d'outrage sexiste, donc de harcèlement sexuel dans la rue, les gens qui sont arrêtés au nom de cette loi, c'est que des hommes racisés qui viennent de classes populaires, et c'est eux qui remplissent aujourd'hui les tribunaux sur la question des violences sexistes et sexuelles. C'est pas les patrons, c'est pas les grands patrons, c'est pas les étudiants de médecine des BDE. Enfin voilà, c'est eux qu'on arrête
pour les violences sexistes et sexuelles, et c'est à eux que nos magistrats font des grandes leçons de féminisme, quoi. Et en plus avec l'idée d'outrage qui renvoie forcément à la respectabilité en face, quoi. Tu ne peux outrager que quelqu'un qui est déjà respectable, donc on se rejoue en fait cette binarité qui s'entre-nourrit. Exactement, c'est le pendant en fait, ça va vraiment ensemble. Et du coup, le troisième pan du coup qui vient compléter ça, on en a un petit peu parlé, mais du coup c'est le pan de la médiatisation et de la façon aussi dont ces récits sont mis en discours dans le monde des médias, dans le monde journalistique, et que tu identifies comme reproduisant aussi ce qui se passe en fait dans les prétoires et dans le monde de la justice traditionnelle, et notamment dans des médias qui ont commencé en fait justement à prendre en charge la dénonciation et la libération de la parole contre les violences sexistes et sexuelles d'un point de vue un peu militant en fait, avec une adhésion en fait à la montée justement de MeToo, avec une conscience de gauche, etc. Et dont tu montres qu'en fait ils finissent par reproduire entièrement ce que fait la justice. Et donc on a une nouvelle neutralisation finalement d'une potentialité opposition à l'État. Bah, carrément. En fait, j'essaie d'avoir un rapport pragmatique à tout ça en disant, voilà, le fait d'avoir choisi la stratégie du mouvement de victimes pour les féministes, est-ce que c'était une bonne stratégie ? En fait, c'est pas est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, c'est plutôt, on a eu cette stratégie, c'est quoi le bilan de tout ça ? Elle a produit. Voilà, qu'est-ce que ça a produit ? C'est quoi les effets positifs, mais aussi c'est quoi les impasses dans lesquelles ça nous a projetés ? Et donc de faire ce bilan, ça marche aussi pour les médias, et de dire que effectivement avec MeToo, les mouvements féministes, les femmes se sont tournées beaucoup vers les médias pour trouver du soutien où elles n'en trouvaient pas dans les tribunaux. Et en fait, il y a une alliance qui se crée à ce moment-là, ou qui est un peu antérieure, mais en tout cas qui se crée entre les féministes et les médias, qui apparaissent comme des alliés pour la lutte féministe. Et donc, moi, j'essaye de m'arrêter là-dessus, parce que je crois qu'on en a un stade où, si on s'arrête sur le fait qu'il y a des articles sans cesse sur les violences sexistes et sexuelles, et ces récits, ils sont quand même particuliers, c'est-à-dire que c'est toujours des articles qui rentrent dans les méga détails, d'aller dans les faits, de qu'est-ce qui s'est passé, qui a retrouvé la culotte de qui, où, etc. C'est la blague atroce de Blanche Gardin qui disait, quand je lis ça, j'ai envie de me branler. Mais non, mais exactement. Enfin, je veux dire, là, je sais pas, là, il y a Patrick Burel qui est en train de se faire dénoncer pour des violences sexistes et sexuelles. Je lisais un article qui disait Patrick Burel, j'ai dû masturber Patrick Burel pour le calmer, et c'était, je sais plus c'était quoi la tournure, mais c'était vraiment en mode venez cliquer pour comprendre comment j'ai masturbé Patrick Burel, et est-ce que ça l'a calmé, et du coup, c'est vraiment l'accumulation des récits de violences sexistes et sexuelles. Ça crée une forme de banalisation, mais surtout, ça crée une forme de récit de marché des récits traumatiques qui est assez notable aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment une forme de banalisation et de saturation de l'espace médiatique avec ces affaires. Donc, effectivement, je me pose la question, j'essaye de faire le bilan de cette alliance, où est-ce que ça nous a amené et c'est quoi les limites. Et notamment, j'essaye de m'arrêter un peu sur des exemples concrets, et je parle notamment de l'enquête autour de Patrick Poivre d'Arvor qui a été produite par Mediapart il y a quelques années. Et à cette occasion, il rassemble les victimes de Patrick Poivre d'Arvor pour faire une vidéo, donc un reportage capté en vidéo, et ils mettent 2 estrades où ils mettent en rang d'oignon les femmes les unes à côté des autres, et ils leur demandent à toutes de passer les unes après les autres pour raconter moi, une telle, j'avais tel âge, et Patrick Poivre d'Arvor, pardon. Notre Patrick. L'autre m'a fait telle chose. Et en fait, elle raconte toutes les unes après les autres dans les méga détails qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ascenseur elles ont été coincées, etc. Et moi, quand je vois ça, je me dis mais quelle horreur. En fait, déjà, je me pose la question pour les personnes directement qui sont sur ces estrades, comment ça va quand elles sortent de ça. En fait, se retrouver derrière des caméras et devoir raconter dans des super détails ce qui s'est passé, des événements potentiellement traumatogènes. En fait, peut-être que ça va raviver quelque chose et qu'elles vont pas très bien après, quoi. Et au-delà de ça, ça pose vraiment la question de à quoi Mediapart joue quand il fait ça, sur quel biais ça repose, sur quel ressort ça repose, et est-ce que il y a, en fait, dans quelle place ça nous met, quoi. Parce que il y a les victimes qui sont là, qui plaident un peu leur cause, il y a les avocats qui sont les journalistes, et puis il y a les juges qui sont le public progressiste, quoi, qui regarde ce truc-là. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ça nous rejette vraiment dans des billets de la justice pénale qu'on essaye de rejeter et justement de critiquer. C'est-à-dire le fait qu'il y a un public qui vient pour faire une forme de tribunal populaire, qui n'en sait que sur les faits
ponctuels, enfin les faits précis, ça, on les a très bien, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé autour? Qui était au courant de cette affaire? Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Qui était au courant dans la hiérarchie? Qu'est-ce qui a été mis en place à ce moment-là? Pourquoi ça n'a pas été entendu par les collectifs autour? Et qu'est-ce qui s'est passé après, quoi? Une fois que ça avait été dénoncé, etc. Et aujourd'hui, une fois que Mediapart a sorti son affaire, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Est-ce que ça a fait bouger les choses et tout? Et en fait, ça fait disparaître tout le pan collectif sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel on doit s'appuyer pour prendre en charge les violences sexuelles, et notamment dans les milieux militants. C'est nos seuls leviers. Donc en fait, si ça fait disparaître tout ça, comment ça peut nous apprendre à mieux y réagir et comment ça nous fait sortir juste d'une réaction morale en mode c'est mal ou c'est bien, mais plutôt que ça nous fait aller dans la complexité de ces situations qui sont en réalité toujours complexes. Donc c'est pas en regardant ça que à la fin on en saura plus sur comment réagir dans nos propres sphères personnelles sur ces affaires, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une absence de réflexion politique et stratégique. Bon, je pense qu'après des journalistes vont dire que comme ils sont neutres, ils n'ont pas apporté de lutte politique, etc. Mais sur le fait que quelque part, j'ai l'impression que c'est un pari très libéral sur le fait que si on témoigne, naturellement, les gens comprendront et naturellement, les gens seront d'accord. Or, c'est absolument pas ce qu'on voit parce qu'en fait, comme tu disais, comme le public, du coup, progressiste se retrouve en juré, mais tu as aussi un public non progressiste qui regarde ça de très près. Moi, je pense aux États-Unis, à l'importance qu'a pris l'affaire Johnny Depp contre Amber Heard, où justement, tu avais un exemple parfait de la complexité justement des situations de violence, de l'absurdité totale de vouloir une victime idéale, etc. Et en fait, ça a été complètement pris à bras-le-corps par du coup toute la sphère masculiniste. Et la sphère libérale s'est tenue très très loin justement de ce truc-là. Et il y a eu une absence. J'ai vu un podcast récemment qui faisait un petit peu le bilan de tout ça, de journalistes féministes, libérales, qui disaient mais en fait, nous aussi, on a péché parce que comme on n'a pas investi ce sujet-là parce que ça avait l'air trop compliqué, ça avait l'air trop bourbier, et puis que c'était déjà investi par les masculinistes en face, aussi on a loupé une occasion et on a laissé faire entre guillemets quelque chose, quoi. Mais aussi peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas une victime assez idéale en face. Il y a clairement cet écueil-là, et il y a aussi, et du coup, si on va plus loin, moi je me demande la fonction de nous montrer ça au quotidien de manière aussi soutenue, quoi. Est-ce qu'on a l'impression qu'en voyant ces affaires-là, on reproduira pas les choses nous-mêmes dans nos propres espaces privés? Enfin, c'est quoi en fait l'objectif de nous montrer ça? Mis à part de vendre des articles. Et moi, je crois que le fait de penser que, à force de nous montrer ces histoires et de nous les faire enchaîner, de nous faire tout lire dans tous les moindres détails, ça va nous changer. Ça fait passer encore une fois sous silence le fait que les violences ont des dynamiques profondément collectives, que le passage à l'acte a des dynamiques profondément collectives, des dynamiques aussi structurelles, des dynamiques systémiques. Et en fait, ça repose pas juste sur le bon vouloir des personnes. C'est pas parce que je regarde tout ça que moi-même, après, je saurais mieux me comporter dans la sphère personnelle, parce que les violences, le passage à l'acte est vraiment soutenu par le contexte, par les groupes qui sont autour, par la famille dans laquelle je grandis, le groupe de travail, etc. Oui, pire, ça rend même presque cynique face à la violence. Il y a 2 semaines, il y a eu une espèce de micro-événement sur Internet, je sais pas si tu as vu passer, où c'est parti d'un TikTok d'une meuf qui a dit ouais, préparez-vous à ce que votre chanteuse préférée se fasse cancel bientôt, etc. Donc tu avais une espèce de teasing d'un truc, des gens dans les commentaires qui ont dit ah ouais, il va y avoir un article Mediapart sur Théodora, et genre il y a eu un emballement, c'est complètement spéculatif sur des rumeurs, etc. Et avec un cynisme total surtout pour les gens qui pouvaient dire on le savait depuis le début. Tu sais, un peu ce truc-là où, plus que de nous transformer profondément, ces articles renforcent presque notre cynisme aussi, et cette accumulation renforce notre cynisme vis-à-vis des violences. Mais au-delà de notre cynisme, je pense qu'il y a des mouvements, alors je dirais pas réactionnaires, mais des mouvements qui se font au nom des victimes qui sont extrêmement inquiétants, et notamment, pour reprendre un autre exemple de TikTok, il y a eu Femtoko, l'affaire Femtoko dernièrement, avec des gens qui en appellent à la mise à mort et au fait d'aller tuer cette personne, donc déjà de retrouver son identité, de se planter chez lui et de le mettre à mort, qui appelle à remettre en place la peine de mort pour les cas de violences sexuelles. Et ça pose vraiment question, parce que ça fait vraiment un déferlement de personnes qui, en fait, ne sont pas du tout dans la complexité, parce que notamment Femtoko, il dit qu'il a reproduit des choses qu'il a lui-même subies. Donc si vous voulez prendre en charge les victimes, en fait, qu'est-ce que vous faites de Femtoko? Est-ce que vous le tuez aussi, quoi, de 1? Et de 2, les personnes victimes, en l'occurrence, on sait même pas qui c'est,
parce qu'on ne sait pas s'il y en a une, plusieurs. C'est une autodénonciation, exactement. On ne sait pas ce qu'elles veulent, etc. Et les gens disent qu'on fait ça au nom des victimes. Mais en fait, de qui on parle, quoi. Et je trouve que c'est vraiment inquiétant parce que ça montre à quel point rentrer dans la complexité sur ces situations, notamment dans des mouvements de foule comme ça sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'arme parce que si l'objectif c'est l'abolition du système pénal, comme c'est mon cas, il va falloir qu'à un moment on soit un peu plus aguerri sur ces situations-là. Et quand je vois ça, c'est vraiment, c'est assez inquiétant, quoi. Oui, d'autant que l'abolition du système pénal, c'est justement au nom d'une vision de la justice, du coup que tu développes un peu plus comme quelque chose comme un commun. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça évoque beaucoup de réflexions sur lesquelles moi j'ai pu travailler à l'époque sur la question de la paix et ou dans les théories sur la paix, en gros. À force de se poser la question politiquement, c'est quoi la paix positive, c'est-à-dire la paix qui n'est pas définie par l'absence de guerre, très vite on arrive à un consensus où en fait la paix, du coup, c'est la présence de justice, et en fait la justice, c'est défini par quoi, à part comment on pense l'égalité en politique, comment on pense politiquement notre univers. Donc qu'est-ce que quand tu parles de la justice comme quelque chose comme un commun, comme un bien commun, ça renvoie à quoi exactement? Ce que j'essaye de faire dans Faire Justice et dans La violence en spectacle, c'est de partir de l'idée que la justice n'est pas détenue par un monopole d'experts de la justice ou du droit, qui ne serait pas détenue par un monopole d'experts de la punition, mais que en fait, la justice fait toujours son chemin et fait toujours son chemin sur le terrain, sur nos terrains, dans la société, quoi. Et Faire Justice, c'est ça, c'est l'idée que même si c'est pas la justice labellisée du système pénal, ça n'empêche pas que de call-outer des gens, d'exclure des gens, que de se positionner comme gréviste, d'organiser des mouvements de grève. Tout ça, pour moi, c'est de la justice. C'est juste que c'est pas de la justice pénale, mais c'est d'autres formes de justice, parce que c'est de l'interposition. C'est des gens qui s'interposent et qui disent non, là, on va tracer une ligne, ça, c'est pas acceptable collectivement, quoi. Et du coup, pour moi, c'est le fait de parler de bien commun, c'est de se dire que on a eu trop l'habitude de voir la justice en tant que justiciable, c'est-à-dire comme un service, comme un service qu'on peut prendre, un moment précis, comme un truc qu'on peut prendre, comme un moment précis, et qu'on peut reposer par ailleurs. Alors que moi, je soutiens, et je suis clairement pas la seule, que en fait, la justice, c'est quelque chose qui est là, qui est tout le temps là, qui est tout le temps là autour de nous, et que par l'ensemble de nos actions, et notamment de nos actions collectives, on dessine les traces de qu'est-ce qu'on veut pour le futur, qu'est-ce qu'on veut comme horizon politique. Et du coup, il s'agit de dire, et c'est aussi l'idée des justices intracommunautaires alternatives, c'est de se dire que si on veut mettre fin au système pénal parce qu'on critique le système pénal comme étant un système profondément inégalitaire et d'exploitation, dans ce cas-là, il faut qu'on puisse inventer des alternatives, il faut qu'on puisse proposer autre chose à la place. Et donc, en le faisant, il faut aussi qu'on puisse apprendre à se passer des experts qui détiennent pour l'instant le monopole de la justice. Et qui résistent beaucoup à cette justice alternative, parce que du coup, je vais reprendre un des 2 points de départ de ton bouquin que tu citais tout à l'heure, c'est du coup le rapport de la CIVIS, donc la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et qui t'a complètement retourné, parce que notamment, il y a un gros chapitre qui dénonce complètement la justice restauratrice et les pratiques de justice restauratrice dans la prise en charge justement des violences sexuelles faites aux enfants, et qui vient presque... Et comme tu disais, c'est une commission avec surtout des magistrats et tout, donc il y a un petit peu aussi cet effet de résistance des gatekeepers un petit peu de la justice face aux justices alternatives. C'est hyper intéressant pour moi ce rapport, parce que donc effectivement il y a tout un chapitre sur l'injustice restaurative et le fait que la justice restaurative viendrait mettre en danger les victimes. Donc j'essaye de m'attarder un peu sur le motif de dangerosité et de comment il est mobilisé. Très vite, est-ce que tu peux rappeler la justice restaurative pour le chat? Oui, bien sûr. Donc la justice restaurative, c'est une justice qui va venir accompagner les auteurs et les victimes d'infractions ou de crimes en essayant de venir soit réparer ce qui a été fait en accompagnant les deux personnes pour remettre le lien un peu en route, soit d'accompagner les personnes victimes d'un côté et les personnes autrices de l'autre sans jamais les mettre en commun, pour venir en fait pour essayer d'instaurer une forme d'apaisement qui était préalable et qui est un peu l'horizon. C'est rétablir un petit peu le statu quo ante avant la rupture qui a été du coup le délit ou le crime. Voilà, et c'est venir soigner cette rupture exactement qui s'est faite au moment du délit ou du crime. Et donc en France, telle qu'elle est développée, la justice restaurative repose sur le ministère de la Justice, repose sur
les professionnels pénitentiaires, etc., pour pouvoir se développer, parce que la plupart des mesures, en gros, il y a une loi qui a été votée en 2014 et qui faisait rentrer les mesures de justice restaurative comme étant devant être accessibles pour tous et toutes, pour toutes les personnes qui déclenchent l'action publique, c'est-à-dire qui portent plainte ou qui sont visées par une plainte. Donc en fait, aujourd'hui en France, on est censé, tous et toutes, à partir du moment où on a affaire à la justice pénale, avoir droit aux mesures de justice restaurative. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment tout un débat de feu en France chez les professionnels du droit, mais aussi du coup chez les féministes, sur est-ce que la justice restaurative c'est bien ou est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut soutenir son extension ou plutôt ou est-ce qu'il faut la limiter. Et en fait, ça montre bien pour moi les frontières notamment de classe qui s'opèrent sur ces questions-là. Et notamment, du coup, pour revenir sur la Civise, c'est très intéressant que la Civise dénonce la dangerosité de la justice restaurative sans ne faire du tout le même geste à l'égard de la justice pénale qui, en fait, aujourd'hui est très en dessous de ce qu'il faudrait sur la justice pour mineurs notamment. Il faudrait revoir complètement l'ASE, il faudrait, enfin voilà. Et donc en fait c'est vraiment déterminer quels enfants ont le droit de se faire protéger par la justice, vers quels enfants on va se tourner pour pouvoir les soutenir, les protéger, etc. Puis en fait quels enfants on va jeter aux oubliettes, parce que il y a plein d'enfants aujourd'hui en France qui n'ont absolument pas accès à la protection de l'État, et notamment les enfants dans les camps de migrants, les enfants dans les quartiers populaires qui sont traités comme des adultes et donc tués à bout portant. Enfin voilà, il y a toute cette partie-là qui est complètement oubliée par la Civise. Donc ça, c'est la première chose. Et pour moi, c'est pas une coïncidence avec le fait que la Civise a été portée par certaines personnes qui, en fait, viennent donc plutôt du milieu du droit et donc c'est des magistrats, c'est des gens qui, il y avait Muriel Salmona, etc. Enfin, c'est des gens quand même un peu le haut du gratin en la matière. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est je crois qu'il faut quand même voir qu'il y a vraiment une rupture un peu en termes de classe sociale entre ceux qui vont défendre, enfin ceux qui critiquent la justice restaurative et celles qui portent la justice restaurative. Parce que la justice restaurative en France, aujourd'hui, c'est principalement porté par des associations dans lesquelles travaillent des femmes qui sont souvent sous-payées pour le travail qu'elles mènent, qui n'ont pas le même niveau d'études que les magistrats qui écrivent le rapport de la Civise. Et donc, ça vaut vraiment le coup de se poser la question du monopole qui a à être gardé par certains et certaines sur les questions de justice. Et je crois que ça, c'est vraiment un enjeu majeur, y compris dans le mouvement féministe, parce qu'il y a vraiment un intérêt, notamment économique, à défendre le fait qu'il n'y a qu'un monopole d'experts qui peut prendre en charge les violences sexuelles et que le reste serait que des masses arriérées qui ne connaîtraient rien aux violences sexistes et sexuelles, qui n'y connaîtront jamais rien. Et donc, on a besoin de cette classe d'experts pour toujours, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la réponse au mal de notre société. Or, en fait, si on y regarde d'un peu plus près, personne ne sait comment faire face au problème des violences sexistes et sexuelles, pas même ces experts. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le dire, quoi. Et ça, en plus, et aussi, il y a l'enjeu aussi de décorréler la justice restaurative de la plainte et du recours à la puissance publique. Et ça, souvent, quand je parlais avec des gens qui travaillent dans des assos de justice restaurative ou qui avaient dans leur vie animé justement des rencontres victimes-bourreaux, etc., à chaque fois, il y avait le truc là mais en fait, si seulement on pouvait beaucoup plus largement qui trouvait que en fait, le fait que les processus de justice restaurative étant souvent demandés par le juge, souvent ordonnés en fait par l'État, du coup ça biaisait aussi le rapport qu'il pouvait avoir aux gens auprès de qui il travaillait, parce que du coup c'était en mode il vient là parce qu'il considère que c'est pour faire sa peine, mais l'après et le suivi n'est absolument pas pris en compte, à la fois par la peine qui lui est donnée, par la demande par l'injonction qui lui est faite par l'État, ni par nous parce qu'on n'en a pas les moyens et que s'il s'en va, il s'en va, quoi. Donc tu sais, t'avais un peu cette tension de comment on étend ce truc-là et comment on fait en sorte de toucher beaucoup plus de monde et avec plus d'honnêteté dans le processus qu'on peut l'avoir maintenant, quoi. Ouais. Et ça pose aussi la question du fait que là, les associations de justice restaurative sont extrêmement précaires parce que tout leur budget diverge en fonction des gouvernements qu'on a à la tête du pays, de 1, et de 2. En fait, il y a beaucoup de magistrats aujourd'hui qui font obstruction au fait que la justice restaurative s'étende en France et puisse avoir lieu comme c'est inscrit dans la loi et comme normalement ça devrait être le cas. Donc en fait, il y a très peu de budget pour la justice restaurative, et en plus de ça, il y a des bâtons qui leur est mis dans les roues au sein même du système pénal qui est censé la défendre, quoi. Donc il y a encore du boulot. Et
Et du coup, et en parallèle, tu as aussi, du coup, donc l'autre truc, c'est donc, que tu cites dans le bouquin, donc c'est le texte de la coalition féministe pour Mmh. porter une loi cadre, où il y a du coup un mouvement Ouais. féministe qui fait davantage déférence à l'État et assume totalement un désir d'inclusion justement dans les dispositifs répressifs de l'État. Et voilà. Mmh. Bah, effectivement, ça m'a enfin, je crois que c'est vraiment ça qui m'a décidé à Ouais. écrire le livre, Ok, quoi. c'est vraiment le Ouais. truc qui t'a. Parce que je me suis dit: «Ah ouais, c'est hyper intéressant». Donc il y a cette coalition féministe qui rassemble plusieurs dizaines d'associations féministes d'ampleur nationale en France. Donc on peut parler d'une orientation féministe. Enfin Ouais. voilà, je pense qu'on Oui, on peut parler de ça, parler quoi. d'un effet d'hégémonie. Ouais. Exactement, on peut parler d'un féminisme hégémonique qui, du coup, porte c'est plus de 100, il y a 130 propositions de loi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, il y a à la fois un volet prévention, un levier voilà, sur l'éducation, sur le monde associatif, etc. Mais il y a aussi un énorme volet judiciaire. Et du coup, avec des propositions de loi qui vont toujours dans le fait d'étendre le contrôle de l'État et du système pénal, à la fois dans le temps, avec des demandes, par exemple, sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels faits aux mineurs. Donc ça, c'est une vieille marotte féministe qui revient très régulièrement. Mais aussi dans l'espace, avec le fait de demander toujours plus de policiers, toujours plus de contrôle. Et elle demande à l'État d'être celui qui organise cette manœuvre-là, quoi. Donc c'est vraiment l'État, le chef, qui va venir organiser la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en reposant donc sur le système pénal, avec des durcissements de peine, des augmentations de quantum de peine, etc. Et de l'autre, de la formation de policiers, plus de budget alloué à la police et à l'armée, et voilà. Et donc il y a vraiment l'idée que c'est en reposant sur l'État et que c'est en s'ancrant autour avec des alliés comme le système pénal, la prison et la police qu'on réussira à mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème majeur, parce que il y a vraiment l'idée que chez les féministes et chez du coup les franges progressistes plus de manière générale, mais moi je me concentre sur les féministes, que à force de former, à force de donner du budget à la police, à la prison, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas tout à fait compris. C'est juste qu'en les formant encore un petit peu plus, encore plus de formation sur les violences sexistes et sexuelles et sur l'accueil des victimes, ils y arriveront, quoi. Comme c'est des êtres humains individuels qui agissent là-dedans, mais en fait, comme ce sont tous des humains, on va agir dessus. Voilà. En fait, on oublie complètement que leur institution est faite pour réprimer, par exemple, pour la police. Exactement. Donc il y a comme l'idée que ça ne fonctionnerait pas très bien et qu'à force de donner de l'argent et des formations à ces personnes, ça fonctionnerait mieux. Le problème, c'est qu'en fait, il faut absolument faire rentrer dans la tête des féministes, et notamment de ces féministes-là, que l'État, que la prison et que le système pénal fonctionnent parfaitement selon son propre agenda. Oui. C'est juste que ce n'est pas l'agenda féministe et que ça ne sera jamais l'agenda féministe. Et donc ça, il faut vraiment comprendre ça, quoi. Et pour moi, il y a quand même une méconnaissance du système pénal et de la justice de la part des féministes, ou en tout cas, peut-être qu'il y en a justement qui le connaissent très bien et qui savent très bien pourquoi elles demandent ça, mais qui est assez inquiétante, parce que du coup, ces réformes-là, et notamment les réformes demandées par la coalition féministe, mais aussi les lois qui passent, 2018, la loi JAPA, mais d'autres comme ça, qui passent au nom du fait que l'État a besoin des féministes et des franges progressistes pour faire passer des lois de plus en plus sécuritaires et coercitives, d'une part, et d'autre part, les féministes qui ferment les yeux sur le fait que ces réformes sont passées au nom de l'incapacité structurelle et organisée et volontaire d'un système qui, en fait, ne fonctionnera jamais selon les idéaux qu'il propose à la société, puisque c'est que des idéaux, et qu'en fait, toutes ces réformes-là, tous ces budgets sont signés parce que, justement, ils ne fonctionnent pas. Donc, il a tout intérêt à continuer à ne pas fonctionner et pour pouvoir demander toujours plus à s'étendre. Donc, de toute façon, il y a un problème. Et donc là, pour moi, il y a vraiment un enjeu à organiser une forme d'autonomie à l'égard de l'État. Enfin, ça, c'est le minimum. Et c'est des débats qui sont là. Je parle beaucoup de la loi de 2018, mais c'est des débats qui sont encore hyper... qui sont là en ce moment, notamment avec la loi SUR, où il y a une grande mobilisation. Donc la loi SUR, c'est une loi que Darmanin tente de faire passer, notamment avec l'instauration, la mesure phare, c'est l'instauration du plaidé coupable en matière d'actes criminels, c'est-à-dire que on va proposer aux personnes ayant été désignées comme criminelles, ayant commis des crimes, de plaider coupables sans procès. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on va les arrêter, on va leur dire, si vous plaidez coupable, on vous fait une réduction de peine, vous passez pas par la case procès, vous allez directement en prison. Et ça existe déjà pour les délits. Okay. Ça existe déjà pour les délits, et ça s'adresse principalement à des personnes qui n'ont peut-être pas d'argent pour payer des avocats, qui n'ont pas de temps, etc. Parce que, déjà qu'on a la généralisation de plus en plus de la comparution immédiate. Exactement, c'est dans ce même... à la défense. Du coup, tu as les magistrats qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de thunes dans la justice. Du coup, Darmanin, il dit, vous inquiétez pas, ils vont plaider coupable, vous n'aurez même pas à aller voir. Exact, vous n'aurez même pas à aller voir. Ce qui, en fait, est vraiment
outrageant, c'est vraiment le mot, mais c'est vraiment un énorme problème au niveau des libertés et des droits individuels, quoi. Et ça, Darmanin le fait passer au nom des victimes, justement. Il dit, aujourd'hui, il y a un problème... non, mais vous vous rendez compte, il dit, il y a un problème de durée dans les procès. Les victimes rencontrent des délais trop longs pour voir leur procès arriver. Donc, moi, je vous propose ce truc de plaider coupable, parce que comme ça, les victimes seront beaucoup plus satisfaites, parce que leurs auteurs vont plaider coupable beaucoup plus rapidement. Comme si le procès était fait pour être au service de la victime. Non, mais pas du tout, surtout pas du tout. Et puis surtout, en fait, il dit, il y a des délais trop longs, au lieu de, je sais pas, au lieu de proposer quelque chose qui ferait que la justice marcherait mieux en France, il va proposer un truc qui est encore pire et qui va retomber toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les classes populaires et les personnes racisées, parce que en fait, ça repose sur des inégalités économiques et d'accès aux droits qui sont, c'est criant, quoi. Et donc ça, c'est gravissime, et Darmanin le fait vraiment passer au nom des victimes. Et ce qui est assez intéressant avec cette loi qui mobilise beaucoup les avocats, c'est qu'il y a très peu de mobilisation féministe. Il y a juste la Fondation des femmes qui s'est ramenée et qui a dit pas au nom des victimes quand même, parce que les victimes ont droit à un procès. Et en fait, le seul récit féministe qui s'organise autour de cette loi, qui est liberticide et qui va dans vraiment un tournant sécuritaire majeur pris par le monde entier, en tout cas l'Occident en ce moment. La seule chose qui est opposée, c'est vraiment non, mais les femmes les victimes ont besoin de leur procès parce que c'est le moment de leur justice, etc. Mais il n'y a aucun discours sur le fait que c'est complètement liberticide, y compris pour les personnes qui vont être mises en prison. Oui. Et que surtout, ça ne va pas s'adresser qu'aux auteurs de violences sexuelles, ça va s'adresser à toutes les personnes que l'État aura décidé de désigner comme criminelles. Donc c'est vraiment très très grave. Donc il y a vraiment pour moi une résistance à organiser, une résistance abolitionniste, y compris sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur un front plus large d'organisations féministes qui doivent faire entendre leur voix que non, c'est pas au nom des victimes que Darmanin fait passer cette loi, c'est pour venir enrouler un système pénal qui est déjà en surchauffe totale et que... et qu'on ne croit pas à ce récit, quoi. Et d'autant que c'est une brèche qui, in fine, du coup, ne profite pas particulièrement au mouvement féministe, puisqu'en fait, ça ajoute des prétextes à des demandes encore plus croissantes en fait, de sécurité. Et à l'inverse, celles qui arrivent très très bien, celles et ceux qui arrivent très très bien à s'insérer dedans, c'est plutôt l'extrême droite et des mouvements comme Némésis qui, du coup, vont y aller beaucoup plus franco en disant ouais, nous on fait ça pour mettre les étrangers en prison, le reste on s'en fiche, et qui du coup peuvent utiliser du coup ce véhicule de surenchère sécuritaire, d'inflation législative pour du coup avancer à visage complètement découvert sur leur volonté raciste, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que en fait, pour moi, il y a un truc qui m'énerve un peu dans la manière dont on traite médiatiquement et collectivement et politiquement Némésis. C'est comme si c'était des personnes qui, on les traite d'antiféministes, etc. C'est vraiment ce truc de pointer du doigt Némésis comme étant le mauvais groupe raciste, etc., qui serait pas vraiment féministe alors qu'elles disent qu'elles sont féministes. Et pour moi, il faut pas créer d'antagonisme. C'est-à-dire que Némésis, c'est le produit de ce que le féminisme le féminisme hégémonique notamment a permis ces dernières années. Que Némésis, c'est aussi ça a été permis parce que la gauche institutionnelle, parce que les féministes institutionnelles, et qu'il y a pour moi une continuité entre les féministes d'une part qui demandent une surenchère sécuritaire, etc., et Némésis d'autre part. Et que en fait, si on n'organise pas une politique de rupture par rapport à ça, par rapport à ces positions prises au nom des femmes, au nom des victimes, c'est sûr qu'il y a d'autres Némésis qui vont arriver et qui seront de plus en plus décomplexées. Et elles auront le droit de se dire féministes, parce qu'en fait, de fait, oui, elles reposent sur un pan du féminisme, quoi. Et là-dessus, du coup, ce qui fait du coup presque le lien du coup entre Némésis du coup et ces féministes institutionnels, etc. C'est un truc dont tu parles beaucoup et que j'ai trouvé hyper intéressant comme proposition dans le bouquin sur la question de l'insécurité et de l'intériorisation du sentiment d'insécurité, et donc qui appelle du coup en face un désir sécuritaire encore plus croissant. Et là-dessus justement, dans ton bouquin, tu appelles justement à abandonner la promesse de sécurité, en citant notamment un truc, sur la fin, tu le cites... Je cite beaucoup. C'est le manifeste pour l'abolition de la sécurité. Du collectif anti-sécurité, manifeste pour l'abolition de la sécurité, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Effectivement, j'essaye de porter le fait que la sécurité, telle qu'on nous la vend depuis les années 80, parce qu'en fait, le couple sécurité-insécurité apparaît à ce moment-là et est complètement intégré du côté des féministes, c'est une promesse qu'on n'atteindra jamais et qui est inatteignable, parce que de fait, même si on demande toujours plus de lois, toujours plus de caméras, toujours plus de policiers dans la rue, nous n'arriverons jamais à un stade où nous serons complètement en sécurité. Et en plus de ça, j'essaye de faire ressortir le fait que la sécurité repose sur le fait qu'il y a un nous
qui seraient en sécurité au détriment d'un eux qui, du coup, seraient les délinquants, les criminels, etc. Et que, en mettant cette ligne, une ligne policière et une ligne pénale entre nous et eux, c'est comme ça qu'on sera en sécurité. Et je crois que, du coup, ça nous fait vraiment abandonner l'idée que l'objectif de la lutte, c'est pas la minimisation du risque individuel face à des problématiques de violence, mais c'est plutôt comment on va organiser une résistance collective face à ce qui produit en fait l'insécurité. Et qu'est-ce qui produit l'insécurité ? C'est le contexte économique, c'est la crise économique, c'est la crise écologique. C'est là, c'est l'État qui porte une politique impérialiste de guerre majeure. C'est ça qui produit les conditions de vie dans lesquelles on se trouve. Et donc, il faut qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on nous vend quotidiennement comme ce qui devrait être notre idéal de lutte, et justement qu'on puisse prendre du recul et abandonner cet idéal de lutte. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est complètement inatteignable, mais au-delà de ça, ça nous dépêche dans des impasses, de 1, et de 2, ça nous permet de demander n'importe quoi au nom de notre sécurité, et ça nous rend quelque part un peu irresponsables collectivement sur qu'est-ce qui est demandé au nom de notre sécurité. Et en fait, demander toujours plus de lois liberticides, toujours plus de lois qui reposent sur des systèmes qui sont pensés pour exploiter, trier et dominer des parties, des pans entiers de la population, ça nous rend comme en alliance avec ces politiques-là. Mais ça nous autorise en fait à fermer les yeux sur les conséquences et les répercussions réelles de ces revendications. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas fermer les yeux sur les conséquences réelles de ces revendications, qu'il faut les prendre dans leur ensemble, et donc de voir qu'il n'y a pas un État à qui on demande des lois contre les violences sexistes et sexuelles qui seraient différenciées d'un État qui porte une politique néo-impérialiste sur l'étranger en reposant majoritairement sur une industrie de guerre pour porter son industrie économique. Donc on ne peut pas différencier ces deux pôles, c'est un continuum, les deux vont ensemble, et donc il faut voir que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a été instrumentalisée par cet État qui a besoin de nous pour faire passer ces lois-là sur le sol national notamment. Donc c'est vraiment se montrer responsable et se dire qu'on peut pas tout demander au nom de notre sécurité. Oui, et sur ce thème de la responsabilité et de l'irresponsabilité, c'est ce qui t'amène aussi à demander de désinvestir aussi la figure de la victime, puisque tu l'identifies comme étant vectrice du coup d'irresponsabilité collective pour le coup, et c'est un truc facile de l'opposition entre eux et nous, ça permet aussi de se laver les mains des conséquences de ce qui arrive à eux aussi. Ouais, moi ce que j'ai observé notamment dans ce féminisme hégémonique des dernières années, qui est un peu en train de décliner, mais en tout cas il y a vraiment l'idée qu'on a défendu que les victimes, notamment de violences sexistes et sexuelles, mais pas uniquement, étaient irresponsables par rapport à ce qui leur arrivait. Et moi je crois que ça c'est quand même une grande avancée féministe, c'est-à-dire de dire on peut pas charger les personnes de qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui leur est fait subir, etc. Dans le sens de irresponsable, dans le sens de la non-culpabilité. Oui, voilà, c'est ça. C'est le retournement de l'accusation de la contre-culpabilité, de le fameux tu t'habilles comme ça, donc c'est ta exactement, faute, etc. Exactement. Et ça, les féministes se sont battus pour que ça puisse ne plus avoir lieu, quoi. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on a comme transvasé cette caractéristique du niveau individuel qui était juste et nécessaire à un niveau collectif, là où pour moi, il n'a pas sa place. Parce qu'en fait, demander des choses collectivement avec la force de frappe qu'a le mouvement féministe, ou en tout cas qu'avait le mouvement féministe dans la dernière période du néolibéralisme du capitalisme néolibéral, c'est pas la même chose que d'avoir des demandes individuelles. Et il y a une force de frappe qui est beaucoup plus importante. Il y a des lois qui passent en notre nom, et tout ça, on peut pas. On peut pas faire passer ça pour de la légitime défense, parce que de fait, c'est pas la même situation. Et du coup, on peut pas faire passer ces lois comme étant juste une réaction défensive, mais en fait, c'est le produit de choix, et de choix politiques et de stratégies politiques qui sont du coup à remettre au débat, notamment en fonction des répercussions concrètes qu'ils ont, de faire un bilan de tout ça, et aussi des erreurs qu'on a faites et qu'on a commises. Pour moi, ça me semble vraiment plus qu'essentiel. Grave. En tout cas, trop chouette. Je sais pas s'il y a des trucs qu'on n'a pas évoqués. Et aussi, je pense que le chat, si vous avez des questions aussi à poser, c'est le moment. Ça fait un peu conférence, le moment des questions-réponses. Mais je trouve que c'est une bonne... C'est vrai. C'est une bonne petite conclusion. Est-ce que vous avez des questions, le chat ? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous voudriez avoir des précisions, des aspects peut-être d'horizon que vous voudriez voir précisés aussi ? Dites-nous tout. J'ai une question, mais perso. Ah ouais, non, mais les questions perso, les gens. Vous pouvez recommencer depuis le début. Ouais, d'accord. Ça, à chaque fois, ils me font ça, c'est terrible. Non, vous regarderez le replay sur ma chaîne YouTube ou sur cette chaîne Twitch. Pourquoi il y a 2 Cassandre à l'écran ? J'avoue, c'est vraiment tic et tac aujourd'hui. Oui. C'est terrible. Et en plus, j'ai le même t-shirt Adidas, donc c'est heureusement que j'ai pas mis aujourd'hui.
Il était sale, heureusement. Quid des abolos qui essayent de forcer des TDS à adopter la figure de victime? Ah, intéressant sur cette question de la figure de la victime dans le champ du travail du sexe. Bah ouais, justement, j'en Ouais, dis d'ailleurs un mot, mais vraiment très rapidement, quoi. Mais le fait que, en fait, il y a certaines catégories de population, notamment les TDS, mais vraiment pas que, à qui justement il y a vraiment, c'est pris dans une tension très forte entre être forcé d'adhérer à un certain discours victimaire pour obtenir des aides, etc. Et qu'en fait, si on n'y adhère pas, on est renvoyé à la personne qui est du côté des oppresseurs, quoi, tout simplement. Et du coup, ça demande de coller complètement au discours victimaire des féministes justement abolitionnistes qui sont pour le moment plutôt hégémoniques, quoi, sur la scène féministe. Bah, typiquement la question des parcours de sortie de la prostitution, où du coup, par exemple, la figure de la bonne victime, celle qui va absolument arrêter la prostitution parce qu'elle est victime d'un proxénète, et où du coup, si pendant ton parcours de sortie, tu refais 1 ou 2 passes au passage parce que tu as besoin de thunes, parce que le parcours de sortie, tu que 400 balles. Non, maintenant, ils l'ont mis au niveau des minima sociaux, donc bon, tu es quand même au RSA, quoi. Du coup, tu ne peux plus prétendre à ces parcours. Et en plus des parcours de sortie, bon, bref. Je vous renvoie à la discussion qu'on a faite avec Médecins du Monde, avec le Stras, etc. Mais qui aussi renvoie les victimes, entre guillemets, dans des métiers. C'est-à-dire que par exemple, tu veux avoir une formation pour monter ta petite entreprise parce que tu as déjà des compétences entrepreneuriales, parce que tu as géré des clients, etc. Du coup, non, on va te dire non, c'est caissière, femme de ménage, etc. quoi. Ouais. Il y a une question qui est bien, là. Comment lutter contre les institutions tout en étant interlocuteur si on veut faire avancer les choses, ou alors seule la pression dans la rue compte? Je pense que ça pose vraiment la question de la stratégie politique pour développer ça. Et d'ailleurs, ça rejoint ta question tout à l'heure sur la réception du premier livre, c'est que en fait tout le truc sur la justice transformatrice, donc peut-être juste pour définir ce que c'est, mais la justice transformatrice, contrairement à la justice restaurative, c'est une forme de justice abolitionniste qui vise à abolir le système pénal et à inventer des alternatives pour faire face aux violences sans faire appel à la police et à la prison. C'est une justice qui est née dans les années 2000 aux États-Unis chez les féministes antiracistes qui avaient la nécessité de se passer de la police pour faire face aux violences qui traversaient leur communauté, et donc plutôt les violences conjugales, domestiques, inceste, etc. Et ce que j'ai vu dans le premier, c'est que j'en parle à un moment comme un exemple pour illustrer mon propos, ou comme un peu ouverture, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui a marqué les gens, et les gens s'en sont vachement repris. Et c'est assez intéressant de voir que les personnes qui s'en saisissent, c'est souvent des gens qui sont dans des institutions culturelles, qui sont dans des plutôt classes moyennes sup, quoi, en tout cas, et qui le décorrèlent complètement de l'aspect de l'abolitionnisme pénal, et du coup qui le décorrèlent complètement de la lutte sociale qui doit venir nourrir en fait la justice transformatrice. Oui, tu parles un petit peu de la façon dont des institutions ont voulu un petit peu récupérer le truc aussi pour se déresponsabiliser en abandonnant justement l'aspect de la transformation de l'institution, quoi. Exactement, et alors que ça ne peut pas venir sans, quoi. Et du coup, il y a vraiment cet aspect que si on décorrèle la lutte dans la rue de la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, si on décorrèle le fait que les violences sexistes et sexuelles existe aussi parce qu'en fait, on est dans un système capitaliste qui exploite et qui domine les gens, notamment dans le monde du travail, dans l'éducation et ce genre d'espace. En fait, finalement, on perd tout le sens de ce que j'essaye d'expliquer. Et donc, il y a vraiment un enjeu, effectivement, à continuer à maintenir un rapport de force au niveau de la lutte politique, au niveau des institutions, et du coup, de penser une stratégie sur le long terme où à la fois on vient ponctuellement répondre aux violences sexistes et sexuelles par des méthodes alternatives, mais que tout ça ne peut pas se faire sans horizon politique bien plus large, et donc sans projet politique à proposer fort et autonome de ce qui est proposé aujourd'hui par l'État. Ouais, mais du coup, ça crée forcément une tension. Si par exemple, depuis un parti politique, depuis un syndicat, on essaie de lutter justement pour l'abolitionnisme pénal, une tension avec le fait que, quoi qu'il arrive, on est déjà pris dans des institutions qui dépendent de ça. Je pense c'est aussi toute la contradiction avec la révolution par les urnes, quoi. C'est un peu une... Ouais, tout à fait. Après, pour moi, je pense que où qu'on soit, il y a quand même des choses à faire, dans le sens où, par exemple, il y a un abolitionniste qui parle des réformes négatives et du fait que même si on défend une approche réformiste de ce système pénal-là et de notre rapport à la police et tout ça, on peut
il faut, et d'ailleurs je le rejoins, il faut qu'on puisse se mettre une limite collective sur le fait que nos revendications et ce qu'on demande à ces institutions ou dans ces institutions ne peut pas aller dans le sens d'étendre le système pénal et d'étendre le pouvoir du système et du système carcéral. Et donc quand tu dis les réformes négatives, c'est des réformes supprimant des... Voilà, des réformes qui visent à décroître le pouvoir de la police, le pouvoir du système pénal, et donc de réduire les budgets, de les réinvestir dans d'autres choses, le fait d'enlever les armes, de désarmer la police municipale, par exemple, le fait de supprimer la BAC, etc. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'il faut aller vers une décroissance de tout ça. Et donc, ça, c'est par exemple une limite pour moi saine à notre action, notamment chez les féministes, de se dire qu'au nom de notre sécurité, il ne faut pas qu'on aille en accroissant tout ça, mais au contraire, il faut qu'on puisse le réduire. Ce qui vient un peu inverser la logique d'austérité que nous impose le néolibéralisme, où il va définancer, par exemple, la justice, la police, etc., pour la rendre encore plus violente, mais c'est définancer pour réallouer les besoins et les capacités dans autre chose, en fait, au final. Ouais, exactement. Exactement, et qui serait beaucoup plus... En fait, qui aurait des effets à moyen, court terme et long terme beaucoup plus efficaces que la police, qui, en fait, n'est pas là de manière préventive pour lutter contre les violences sexuelles. Il est là toujours dans l'après-coup. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut inventer et qui ont été inventées pour répondre aux problèmes des violences sexuelles qui sont beaucoup plus efficaces que de financer la police, quoi. Ouais, de fond. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, je travaille en protection de l'enfance, donc j'entends énormément de récits d'inceste, exploitation sexuelle, diverses VSS. J'ai du mal à articuler mes engagements militants avec ma posture individuelle dans les interactions avec les ados. Je ressens de vrais tiraillements quand je fais un signalement, j'ai obligation de le faire, quand je suis entendu par la gendarmerie, parce que j'aimerais qu'en tant que société, on puisse proposer autre chose. Ouais, c'est clair que ça fait partie de toutes les contradictions. Là, aujourd'hui, je crois que c'était dans une commission d'enquête, il y a un avocat marseillais qui a été entendu sur les violences sexuelles faites aux enfants et sur leur prise en charge, et où il a fait tout un discours en mode, mais genre, pour démontrer par A plus B toute l'absurdité et toute la violence d'un système où la dénonciation, in fine, ça a amené à foutre l'enfance, à foutre le gosse à la SE, parce que comme l'État ne peut pas accepter que son propre service dysfonctionne, du coup, il peut plus dire... on ne passe pas l'enfant en protection de l'enfance, puisque c'est pour ça qu'on le fait, même si on a conscience qu'on dysfonctionne. Mais si on arrête de les placer, en fait, on admet que ça dysfonctionne et du coup, on ne peut pas, parce que c'est remettre en question le pouvoir qu'on est censé projeter, quoi. Mais oui. C'est terrible. Le rôle des psychologues et psychiatres là-dedans... Ah oui, est-ce que la question de la prise en charge psychologique, comment est-ce qu'elle rentre dans tout ça? Nous, typiquement à Fracas, on a quand même une liste de psy ou de personnes vers qui rediriger, parce que en fait, traverser des phénomènes, déjà traverser des violences, c'est une chose, mais après de traverser des situations où on va venir accompagner les personnes qui ont vécu des violences, ça peut aussi être extrêmement remuant. Donc pour le coup, on s'assure toujours que les personnes soient accompagnées à côté, ou si elles le souhaitent pas, c'est pas grave, mais en tout cas qu'elles aient les ressources nécessaires. Et je crois qu'on pourrait pas faire notre taf si à côté on n'avait pas aussi des CMP, des adresses de CMP, des adresses de psy vers qui rediriger les gens, quoi. La psychiatrie, c'est autre chose encore, mais... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Et puis parfois, ils sont trop victimaires individualistes. Moi, ça me dérange dans ma thérapie parfois. Ouais, je vois le truc. Il y en a qui n'ont pas forcément ces approches-là, mais c'est vrai qu'il y a il y a un peu cette tendance-là qu'on peut retrouver. Ça dépend. Mais parce que, encore une fois, c'est des logiques, comme elles traversent l'entièreté de la société, forcément, elles traversent aussi la façon dont la psychologie, la psychiatrie comme champ intellectuel, scientifique se développe, quoi. Donc, c'est bien sûr. Tu parles même du développement de la notion de trauma aussi dans le bouquin, et de la médicalisation de l'idée de trauma. Ouais, exactement. Enfin, sur le fait qu'il y ait du coup cette figure de la victime au nom de laquelle on peut de plus en plus s'exprimer socialement, etc. C'est venu aussi avec l'essor de la notion de trauma et du fait qu'il y a quand même En fait, c'est aussi montré que le fait de choisir cette stratégie de mouvement victime nous a dépêchés dans un champ de contraintes qui nous dépasse complètement en tant que mouvement féministe et qui appartiennent à d'autres champs, qui appartiennent au champ psychiatrique, qui appartiennent au champ judiciaire, etc. Et du coup, sur la question du trauma, effectivement, il y a un essor du terme de PTSD, puis de trauma à partir des années 80, qui se développe aussi grâce au mouvement féministe aux États-Unis. Enfin, c'est un des premiers mouvements à s'en emparer et à le diffuser aussi avec les
les victimes, enfin Les vétérans de la guerre du les Vietnam. vétérans de la guerre du Vietnam, exactement. Et aussi avec tout l'essor de la sphère de thérapie qu'on connaît de ces dernières années. Et du coup, effectivement, ça, c'est aussi un autre champ de contrainte dans lequel ça nous place en tant que victime, puisqu'on se place face à des experts qui sont censés reconnaître notre statut de victime aussi selon des caractéristiques et des critères psychiatriques, quoi, ou de psycho. Alors, l'avis d'Elsa sur les formations EVARS, donc éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle Dans les lycées. J'ai vraiment pas d'avis là-dessus, je suis désolée, c'est pas du tout ma... C'est pas grave, hein, t'es pas obligée d'être experte de tout non plus, t'es déjà quand même experte de plein de trucs. Usage du spectacle, de la violence comme arme politique dans les mouvements de l'ultra ultra-gauche. Ah ouais, les Roteuses Zora. Je les aime beaucoup. C'est quoi le truc? Les Roteuses Zora, c'est un groupe en Allemagne qui est né au début des années 70 et qui a duré en fait une vingtaine d'années, parce je crois que ça s'est fini en 1995, un truc comme ça, qui a été un groupe d'action directe, féministe et anonyme, qui a œuvré du coup pendant plus de 20 ans, qui se sont jamais fait choper par la police alors qu'elles ont posé des bombes dans des méga infrastructures, des banques, etc. Et elles ont fait ça pendant 20 ans et elles n'ont jamais tué une seule personne. Il n'y a jamais eu une personne Mais c'est que de la destruction matérielle. C'est que de la destruction matérielle, avec exactement, mais avec genre des communiqués politiques en parallèle ultra radicaux qui venaient toujours justifier leurs actions, etc. Et franchement, cette histoire, elle est incroyable, quoi. En plus, elles ont une super fiche Wikipédia, donc si vous voulez aller voir, c'est super. Je pense que vraiment, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment plein de manières d'agir sur ces questions-là, sur les luttes féministes, etc., qui nous inspirent aussi, quoi. Et l'action directe, clairement, ça en fait partie. Elles sont hyper inspirantes. Ultra stylé. Peut-être un dernier truc, mais après, sinon, on va passer. Là, il y a Raz qui est en train de préparer le passage au stream normal. Avec des lunettes de soleil. Avec les super lunettes de soleil. Ça parlait des Roteuses Zora. Sur quelques lignes avant, là. Ouais. Les Roteuses Zora. R-O-T-E-Z-O-R-A. Comme les Zora dans Zelda. Et voilà, Bimi Bac a mis le lien Wikipédia dans le chat. Bah sinon, on peut se dire, sauf si tu vois d'autres questions qui t'attirent dans le chat, mais on peut dire que c'est déjà une bonne discussion. C'est une bonne base, ouais. J'ai l'impression que, franchement, merci, parce que tu as réussi à balayer tous les livres de manière très efficace et en même temps très incisive et pertinente. Donc, on dirait que c'est ton métier, quoi. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir une nouvelle fois pour la suite, la suite des aventures. Le tome 2. Non, il faut pas dire le tome 2, pardon. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci le chat pour vos questions et pour vos remarques. Et merci beaucoup. Merci à toi surtout, et merci à vous, du coup. Yes. Allez. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.